Voilà plus d'un mois maintenant que la Chine est au centre des regards. Le coronavirus a fait plus de 900 morts en Chine continentale et le nombre de personnes infectées dépasse les 40 000. Un bilan qui dépasse désormais largement celui du SRAS au début des années 2000, alors que les chiffres grimpent chaque jour. La colère, elle, monte chez les Chinois. Ils l'expriment sur les réseaux sociaux. La mort il y a 3 jours d'un jeune médecin qui avait alerté dès le 30 décembre sur la dangerosité du virus est devenu pour beaucoup un symbole de l'opacité du système. Il avait été arrêté par la police chinoise pour propagation de fausses rumeurs. Alors le pouvoir chinois tente-t-il de museler l'information pour minimiser la portée de cette crise sanitaire? Ce coronavirus est-il en train de fragiliser le pouvoir central à Pékin? Économiquement, la place de la Chine dans le monde est-elle menacée? Pour en débattre, nous sommes ce soir avec Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonsoir. Françoise Nicolas, directrice du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Jean-Joseph Boileau, chercheur associé à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, auteur également de Chine d'Afrique. La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain aux Aujourd'hui, éditions maintenant. Odile Jacob, et puis Pierre Grosser, historien, professeur agrégé à Sciences Po, auteur de L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle aux éditions Odile Jacob. Bonsoir à tous les quatre. D'abord, j'aimerais qu'on écoute Xi Jinping, le président chinois. Il s'est rendu tout à l'heure dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion, et pour la première fois, il est sorti avec un masque. Il a notamment appelé à des mesures encore plus forte contre la maladie. On va l'écouter. Au nom du comité central du parti, je tiens à vous exprimer un grand respect et une sincère gratitude, ainsi qu'à tous les travailleurs médicaux qui sont en première ligne dans la lutte contre l'épidémie. Battons-nous ensemble, battons-nous pour le peuple et renforçons notre confiance. Nous finirons par gagner. Antoine Bondaz, cette première sortie masquée, c'est une manière pour le numéro 1 chinois de reprendre la main alors qu'il est de plus en plus critiqué sur les réseaux sociaux? Alors je ne sais pas s'il a perdu la main en étant le secrétaire général du parti. C'est celui qui est censé donner les instructions générales. On l'a vu par exemple avec la création de ce comité de coordination au plus haut niveau du parti. C'est déjà le 25 janvier, même s'il est présidé par le Premier ministre Li Keqiang, c'est Xi Jinping qui officiellement donne les ordres. Ce qui est très important avec cette sortie, c'est que c'est la première tout simplement de Xi Jinping depuis le début de l'épidémie. La première sortie en dehors de Zhongnanhai, l'exécutif chinois. Il s'est rendu dans le district de Chaoyang, qui est un district assez important en Chine, puisque c'est celui dans lequel il y a notamment les ambassades étrangères. L'objectif, il est de montrer que le parti et l'ensemble des acteurs en Chine, mais avant tout le parti, est entièrement mobilisé dans ce qui est présenté comme un état de guerre sanitaire et la multiplication. Alors, c'est en tout cas l'objectif en termes de communication, montrer que tout est sous contrôle, montrer que Xi Jinping ne se cache pas, qu'il prend des décisions et qu'il va même sur le terrain. Alors évidemment, c'est à Pékin, c'est entre guillemets relativement facile. Il n'est pas allé à Wuhan, ce qu'ont fait par contre d'autres membres du parti, le Premier ministre, Li Keqiang, mais aussi par exemple des dirigeants importants comme la seule femme du comité central, Su Chunlan, qui s'est rendue, elle, à Wuhan il y a quelques jours. Jean-Joseph Boileau, opération de communication là, de la part de Xi Jinping en difficulté, qui a de quoi s'inquiéter aujourd'hui? Je ne suis pas trop sinologue. Par contre, ce que je vois, c'est que les courbes s'effondrent partout. Et donc, il y a effectivement probablement de quoi s'inquiéter. Les courbes du transport maritime, les courbes de la production des usines. Les usines sont quasiment arrêtées. Aujourd'hui, c'était un moment très important. Xi Jinping, je ne sais pas, mais normalement, c'est la reprise du travail dans les usines. Ça veut dire que pendant quasiment un mois, la Chine n'a quasiment rien sorti. Donc je pense qu'effectivement, il y a probablement cette idée que si on croit aux bonnes étoiles, vont se croiser une courbe officielle. Les morts que vous donnez, si je peux me permettre, ce sont les données donc, officielles chinoises. Donc il y a une sorte de petit pic en ce moment qu'on observe. Les données de reprise de la production, justement, est-ce qu'on peut les croire, est-ce qu'on peut les croire, ces données données par le gouvernement chinois? Je pense qu'on peut avoir certains doutes.
On peut avoir des doutes, étant donné qu'on nous a dit jusqu'à assez récemment que le problème avait éclaté au début du mois de janvier. C'est absolument faux. Déjà, au mois de décembre, il y avait eu des problèmes. Ces difficultés avaient été dénoncées par un médecin à Wuhan. Ce médecin a été recadré, on va dire, de manière assez musclée. Et finalement, on se rend compte que le problème est bien antérieur à ce qu'on a bien voulu reconnaître. Donc du coup, on peut avoir effectivement certains doutes sur les données officielles qui nous sont fournies par le gouvernement chinois. Alors, est-ce qu'il y a vraiment 900 morts? Est-ce qu'il y a 40 000 personnes infectées? Je ne sais pas. Si c'est le cas, on dit que c'est plus grave que le SRAS. Moi, j'apporterai un petit bémol là-dessus. Parce qu'effectivement, en termes de nombre total de morts, ça fait plus qu'au moment de l'épisode du SRAS. Mais en termes de mortalité, on est nettement au-dessous de ce qu'on observait en 2003 avec le SRAS, puisqu'on est à un taux de mortalité qui serait de l'ordre de 2%, alors qu'avec le SRAS, on était à 10%. Donc, bon, certes, c'est une crise sérieuse, mais je pense qu'il faut peut-être aussi un petit peu calmer les esprits et remettre les choses en perspective, en tout cas. Pierre Grosser, Pékin, en punissant les lanceurs d'alerte, a finalement aggravé la situation ? Je ne pense pas qu'il a aggravé la situation. La question, c'était que c'était un lanceur d'alerte qui n'était pas un vrai lanceur d'alerte, parce que c'était dans un cadre privé, c'est-à-dire essentiellement avec d'autres médecins qu'il avait communiqué, et que ce n'était pas, je veux dire, quelque chose qui avait envahi l'ensemble de la toile en Chine. Hein. Donc il faut faire très très attention à cette expression de lanceur d'alerte. Je ne crois pas qu'il ait aggravé la situation. Le problème, il faut aussi, sans essayer de défendre le pouvoir chinois, de voir que c'est des situations qui sont extrêmement compliquées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement d'où vient cette maladie, on ne sait pas exactement si on arrive à savoir qui est-ce qui est porteur, qui est-ce qui n'est pas porteur, donc si dans quelle mesure c'est contagieux, c'est pas contagieux. Ben voilà, il faut aussi voir qu'on est au début de cette crise, on peut espérer qu'elle ne va pas durer trop longtemps. Il faut imaginer que les Chinois vont mettre des moyens, et mettent déjà des moyens qui sont totalement différent de ce que l'on pourrait mettre nous. Alors, on pourrait expliquer qu'effectivement, nous, en démocratie, on ferait mieux, etc. Ça, on aura une occasion peut-être d'en parler. Mais... Est-ce que justement, ce qui est mis en place en Chine pourrait l'être dans d'autres pays ? Par exemple, cette mise en quarantaine de millions de personnes. Oui, c'est la province, c'est la population française. Oui. Donc, on peut imaginer. J'ai un peu l'habitude de retourner la problématique, parce que je trouve qu'effectivement, cette insistance sur l'efficacité chinoise et tout ça est un peu agaçante. D'abord, ça aurait pu arriver peut-être n'importe où. Non, ça arrive en Chine. Et pour moi qui voyage quand même de temps en temps en Chine, vous aussi, nous savons que ces TGV dont ils sont si fiers, les 45 000 km à toute vitesse, ces énormes halls de gare, sont des trains à grande propagation de vitesse, de ce genre de choses. D'autre part, 300 millions de porcs, plus de 300 millions de porcs abattus, c'est pas le hasard. Donc il y a dans le modèle, non pas de Chinois, moi, mais j'ai beaucoup d'amis chinois et je sais qu'ils souffrent énormément en ce moment. Et vraiment, je pense que les Français doivent bien comprendre, et tous ceux qui nous écoutent, qu'il y a une population en souffrance. Vraiment, très, très fortement. Mais qu'au-delà de ça, c'est bien le modèle de Pékin, ce qu'on nous a vendu depuis la crise de 2008, le consensus de Pékin va écraser l'Occident, son consensus de Washington ne tient pas la route. C'est donc un mal extrêmement profond. Donc je ne veux pas, personnellement, minimiser ce qui est, non pas des prouesses, mais l'inverse. C'est-à-dire la fameuse prouesse d'Aldous Huxley, la capacité de construire le meilleur des mondes, insupportable, inhumain. Justement, Antoine Brodaz, on voit une contestation naître sur les réseaux sociaux. C'est nouveau, ça, cette contestation du régime, du pouvoir central, qui prend de plus en plus de place dans la société. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Il y a un mécontentement en Chine qui n'est pas nouveau et qui s'exprime de diverses façons, que ce soit de façon physique, à travers des rassemblements. Il y a chaque année des dizaines de milliers de rassemblements en Chine, suite à la fermeture d'usines, à la destruction de quartiers, à des problèmes environnementaux et autres. L'objectif, c'est que tant que ces rassemblements ne remettent pas en cause l'autorité du parti et le système en général, ils sont en grande partie autorisés. Encore une fois, ils s'adressent avant tout aux autorités locales. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. On le voyait dès 2011. Alors à l'époque, les réseaux étaient un peu moins développés, mais lors du déraillement du train à grande vitesse à Wenzhou, la multiplication des incidents alimentaires, vous avez évidemment un mécontentement qui s'exprime. L'objectif pour le régime, c'est de ne pas
effacer ce mécontentement, mais de le canaliser et de le contrôler. En contrôlant les médias, notamment les réseaux sociaux. Évidemment, le média, les réseaux sociaux, le but c'est de censurer ce qui pourrait remettre en cause le régime et d'autoriser ce qui pourrait remettre en cause les autorités locales. On le voit d'ailleurs dans la gestion de la crise par Pékin, puisque dès ce week-end a été ordonné l'envoi d'une commission d'enquête spéciale de ce qu'on appelle le comité d'inspection et de discipline du parti, qui est généralement en charge de la lutte anticorruption. L'objectif, c'est très clairement de faire tomber des têtes à Wuhan afin de calmer le mécontentement en Chine. Françoise Nicolas, cette crise, elle met à jour les faiblesses du régime. Oui, clairement. Je pense qu'il y a un gros souci. Et je serais pas On l'a évoqué, faiblesse sanitaire. Oui, faiblesse sanitaire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je pense que malgré tout, le temps qui a été mis... Alors, je suis d'accord que ce n'est pas tellement facile de comprendre très rapidement que c'est un problème vraiment sérieux. C'est assez difficile d'estimer la gravité d'un problème sanitaire de cette nature. Cela étant, entraînant comme cela était le cas, je pense quand même que la crise est plus grave qu'elle aurait pu être. Parce qu'on a laisser partir tout un tas de gens, et quand je dis tout un tas, c'est plusieurs millions de personnes, 5 millions de personnes qui ont quitté Wuhan avant que justement on ferme et qu'on essaie d'établir une sorte de cordon sanitaire. Or, ces personnes-là ont été des vecteurs de propagation très, très rapidement. Donc, je pense quand même qu'il y a un vrai problème et une vraie faiblesse du système. Après, on sait aussi bien que la propagation de tels virus est facilitée lorsqu'il y a une sorte de promiscuité entre des animaux sauvages et des humains. Or, on sait bien que sur les marchés humides, qu'on appelle ça, c'est exactement le cas. Donc, je pense qu'il y a quand même un vrai souci, un vrai problème, une vraie faiblesse faiblesse. Et il y a une équipe de l'OMS là, qui est en route vers la Chine. La Chine qui a mis plus de 2 semaines à autoriser ses experts à venir. 2 semaines, vous êtes gentil, parce qu'en réalité, c'est depuis fin décembre, donc ça fait un peu plus que 2 semaines. Oui, cette équipe, précisément... ils ont donné leur accord. Effectivement, entre l'accord et le feu vert final, il s'est écoulé 2 semaines. Et alors, comment expliquer la Chine, finalement, a des choses à cacher? Non, mais bien sûr, attendez, sur les réseaux sociaux, tous les gens qui savent, qui ont des amis en Chine et qui travaillent avec WeChat et Weibo, on a des statistiques très précises. Le Japan Times a publié la courbe des coupures et des censures sur Internet dès la fin décembre. Dès la fin décembre. Il y a une petite rumeur... WeChat, je crois, s'enflamme. Immédiatement, dans la journée, tout est fermé. Et donc, moi, je suis économiste, pas tellement sinologue, mais Amartya Sen a démontré quand même depuis pas mal d'années que tous ces régimes autoritaires qui mettent au silence, qui empêchent, notamment au niveau... La réaction locale est très importante, et qui empêchent donc la circulation de l'information, aggravent toujours les situations d'épidémie. Et je crois que c'est ça que montre le régime de Pékin, je dis bien, non pas la Chine, le régime de Pékin. C'est très particulier quand même, le régime de Pékin. Oui, ce serait très particulier, mais je veux dire, je vais avoir l'impression de défendre le régime, ce qui est quand même assez paradoxal pour moi. Mais je veux dire, d'abord, il faut aussi essayer de comparer ce que nous, on ferait dans la même situation. Et on a vu quelques incidents ou accidents récemment qui ont montré que même dans un pays démocratique, les choses ne roulent pas parfaitement et que la transparence n'est pas immédiate, que l'incertitude dans tout ce qui est scientifique, dans tout ce qui est risque, puisqu'on est dans des sociétés du risque est tout à fait considérable. J'imagine assez peu un régime, quel qu'il soit, au bout de 2-3 petites alertes, empêcher des millions de personnes de partir d'une ville. C'est uniquement quand on a un certain nombre de garanties. Et encore, je pense qu'on était encore dans l'incertitude, qu'on a commencé vraiment à empêcher les gens de sortir et à transformer Wuhan en ville morte, puisque c'est quand même ça que c'est devenu. Alors que c'était une ville où il y avait justement des festivals, la fête, etc. etc. Et enfermer 5 millions de personnes avec uniquement quelques petits éléments, c'est très compliqué. Alors ça n'empêche pas qu'effectivement, vous avez tout un tas de problèmes que tu as montré tout à l'heure et qui sont tout à fait évidents, qu'on n'est pas dans une société encore super développée par rapport à ce qui est dit officiellement en termes d'image de la Chine, qu'aujourd'hui la Chine, et par rapport notamment au SRAS, a un vrai problème d'image, c'est-à-dire qu'on ne veut pas donner l'image d'un pays qui n'est pas capable de gérer ces choses, d'où la nécessité aussi d'essayer de faire pression sur l'OMS, et ça a été assez bien montré. Ça a été le cas. Ça a été le cas, et en plus, bon, le secrétaire général éthiopien, il y a des bons liens entre les deux, l'urgence internationale. Oui, mais bien entendu, mais là c'est pareil, le niveau d'urgence
il y a plusieurs degrés dans le niveau d'urgence que l'on met à l'OMS. C'est très compliqué aussi entre scientifiques d'avoir un consensus pour savoir où est-ce qu'on le met. Donc, oui, il y a tout un tas de problèmes en Chine à l'origine. Oui, il y a tout un tas de problèmes dans la gestion. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas totalement inverser. C'est-à-dire, pendant un moment, on disait les Chinois sont super efficaces. Maintenant, on est dit ils sont complètement nuls. Je crois qu'il y a quand même entre les deux un juste milieu. Antoine Bondas, juste un mot, cette épidémie, en tout cas, elle tombe très mal pour le pouvoir chinois. Il y a eu des troubles, il y a toujours des troubles à Hong Kong, des tensions avec Taïwan et puis cette guerre commerciale avec les États-Unis. C'est un mauvais coup, cette crise sanitaire en plus. C'est un mauvais coup, ça renforce les problèmes politiques pour Xi Jinping et ça peut créer des opportunités, que ce soit pour des concurrents ou pour des pays étrangers. Ça, c'est sûr. Avec un problème très très spécifique aujourd'hui à la Chine, c'est que l'épidémie n'est pas cantonnée aux grands centres urbains, qu'elle s'est répandue dans l'ensemble des provinces chinoises et au cœur de ces provinces, notamment dans des préfectures qui sont beaucoup moins développées. Pour être très honnête, je ne pense pas que les menaces à court terme pour le système politique chinois, ce soit tant la réaction des États-Unis, la question de Taïwan ou la question de Hong Kong. C'est avant tout une question nationale, voire même une question locale. Vous avez des millions de travailleurs migrants qui ne peuvent pas retourner dans les centres urbains parce qu'il y a des restrictions de déplacement. Puis en plus, les usines sont fermées. C'est des gens qui vont rester seuls chez eux, qui n'ont pas forcément de compensation financière. Et en quelque sorte, on dit beaucoup que les épidémies, c'est un reflet de la mondialisation. C'est aussi un reflet des inégalités en Chine. Alors c'est facile quand vous êtes designer expatrié à Shanghai de pouvoir travailler depuis votre appartement. C'est beaucoup plus difficile quand vous êtes un travailleur migrant d'une province pauvre. Un métier manuel. Vous ne pouvez pas retourner dans l'usine. Françoise Nicolas, un dernier mot. Non, effectivement, je pense que ça tombe très très mal pour Xi Jinping. On a le problème de Hong Kong, on a le problème de Taïwan, on a le conflit avec les États-Unis, et on a aussi une situation déjà de ralentissement économique qui était observée avant cette crise. Donc en fait, Xi Jinping se retrouve face à toute une série de défis qu'il va falloir maintenant relever, et ça ne va pas être simple pour lui. Et les planètes ne sont pas très bien alignées. Et on va continuer à en parler dans la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour une courte pause. Tout de suite sur France 24, la deuxième partie de notre débat consacré ce soir au coronavirus et à ses conséquences sur le régime chinois, mais aussi sur l'économie chinoise. Avec moi ce soir, Antoine Bondas, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, Françoise Nicolas, directrice du Centre Asie de l'IFRI, Institut français des relations internationales, Jean-Joseph Boileau, chercheur associé à l'IRIS, et Pierre Grosser, historien et professeur agrégé à Sciences Po. L'épidémie de coronavirus, on l'a vu en première partie de cette émission, est un immense défi pour la Chine et son pouvoir central. On va voir à présent que c'est aussi un défi pour l'économie chinoise, mais aussi l'économie mondiale, avec Kevin Battista. L'usine du monde reprend le travail. Mais en pleine épidémie de coronavirus, l'activité tourne encore au ralenti. Inquiet, l'État a annoncé une aide de 43 millions de dollars aux entreprises impliquées dans la lutte contre l'épidémie. Une mesure bien accueillie par ce fabricant de molécules pharmaceutiques. Avec ce soutien financier et en prenant les mesures adéquates, on peut assurer notre capacité de production. Nous allons fabriquer plus de produits, le tout à temps pour satisfaire le marché. Traditionnellement bondé en cette période de nouvel an lunaire, le tombeau de la dynastie Ming ou encore la Grande Muraille sont restés vides. Les effets de l'épidémie se font sentir dans d'autres secteurs. On voit bien qu'il n'y a pas eu 3 milliards de personnes qui se sont déplacées ni à l'intérieur de la Chine ni à l'extérieur de la Chine. Donc le secteur du tourisme et le secteur du transport, forcément, subit le premier impact. Ce n'est pas un hasard si la plupart des compagnies aériennes non chinoises ont interrompu leurs vols. C'est parce que les vols commençaient à être largement en dessous de leur seuil de rentabilité. Dans les usines, la menace plane sur les chaînes d'approvisionnement. Préférant anticiper, des constructeurs automobiles comme Hyundai ou Renault-Nissan ont annoncé l'arrêt de leur production en Chine et dans les pays voisins. Pour les autorités, la course contre la montre est à la fois sanitaire et économique. Plus l'épidémie dure, plus l'impact sur la croissance est important. D'après une étude, si le virus ne disparaît pas avant 2021, la croissance du PIB de la Chine pourrait tomber à 4,5% contre 6 initialement prévus.
Jean-Joseph Boileau, cette épidémie, elle intervient à un très mauvais moment, également pour l'économie chinoise qui était déjà en plein ralentissement. Et pour l'économie mondiale, le FMI avait revu un tout petit peu à la hausse ses prévisions, mais c'était très incertain, et avait revu à la hausse, tenez-vous bien, c'était au mois de janvier, parce qu'ils avaient revu à la hausse les prévisions de croissance de la Chine, qui au lieu de faire 6, allait faire 6,2, 6,4, parce que la guerre commerciale s'atténue un peu. On voit bien que c'est patatras. Je reste persuadé, je prends ici des rendez-vous, que cette crise sera aussi importante que la crise financière de 2008. Nous avons 2 indices qui en témoignent. C'est le fameux indice BDI, c'est-à-dire du transport maritime. Je viens d'avoir le dernier indice pour la journée. On est à 453. C'est pire que 2008. C'est en volume. Et évidemment, la Chine est au cœur de ça. Donc, je ne vois pas comment la Chine, avec un pic qui n'est pas prévu avant mi-avril, fin avril, probablement. Parce que pour l'instant, les données statistiques vous montrent un petit plafonnement. Et c'est normal, tout le monde est confiné. Donc, statistiquement, biologie ou pas biologie, ça devrait diminuer. Mais je ne vois pas comment, avec un pic qui sera donc fin avril, mi-mai, on ne va pas avoir quasiment jusqu'au mois de juin, une récession en réalité en Chine. Statistiquement, ça s'appelle une récession quand les usines ne tournent pas. Donc la Chine ne fera pas plus que 3% cette année. Et donc l'effet direct, simplement l'effet direct, la Chine c'est 20%, le 5e du produit intérieur brut mondial, ça va impacter d'1 point, 1,5 point la croissance mondiale. Et c'est pour ça que la France et l'Allemagne, etc., doivent aussi bien sûr s'inquiéter. Il ne faut pas se réjouir de ce qui se passe chez le voisin. Il faut simplement... Avec la mondialisation, justement, l'impact va être plus important que lors de la crise du SRAS au début des années 2000. Oui, bien évidemment, parce que la situation n'est pas du tout la même aujourd'hui que ce qu'elle était en 2003. On a beaucoup de changements qui sont intervenus. Premièrement, la Chine pèse beaucoup plus lourd dans l'économie mondiale, comme l'a dit Jean-Joseph tout à l'heure. Deuxièmement, on a une économie mondiale aussi qui est beaucoup plus mondialisée, qui est beaucoup plus imbriquée, avec des économies qui sont beaucoup plus imbriquées les unes avec les autres. Et puis, on a aussi un autre effet, c'est que la Chine s'étant enrichie, la Chine est une source de demande qui est colossale. Donc, tout ce que l'on vendait, nous, à la Chine, ne sera plus vendu. Les touristes chinois qui étaient présents un peu partout dans le monde, à Paris en premier lieu, mais pas qu'à Paris, beaucoup en Asie du Sud-Est, et d'où je reviens, et je peux vous dire qu'ils font triste mine, parce qu'il y a nettement moins de touristes en Thaïlande notamment. Donc on aura des effets du côté de la demande chinoise qui s'effondre, du côté de l'offre chinoise qui s'effondre aussi, puisque les usines sont à l'arrêt, et elles ne peuvent plus alimenter d'autres usines dans le reste du monde. Donc on a une diversité de canaux qui font que ce qui se passe en Chine nécessairement impacte le reste de l'économie mondiale et impacte cette économie mondiale de manière extrêmement négative. Donc je suis tout à fait d'accord que ça peut être une crise vraiment colossale. Pierre Grosser, une crise comme celle de 2008 se profile ? C'est forcément une crise de nature très différente, puisque la crise américaine était liée à des questions financières au départ et que ça a créé de l'endettement, etc. Mais là, effectivement, il peut y avoir des crises en termes de PNB par pays extrêmement problématiques. Quand on pense, par exemple, la France qui, à l'époque de M. Fabius, disait on va tout miser sur les touristes chinois. Là, le secteur du luxe va en prendre un coup. Alors, secteur du luxe, je pense peut-être moins, parce que, je veux dire, c'est aussi une certaine quantité de gens un peu privilégiés, et puis avec des riches ailleurs, j'allais dire. Là, je pense que le problème, c'est plus cette mobilité des Chinois qui va être complètement problématique pendant quelque temps, ce qui a été rappelé tout à l'heure, mais pour des pays pour lesquels c'est important, comme la France, comme on a dit la Thaïlande tout à l'heure, mais on le voit aussi les risques épidémiques, parce qu'il y a des pays qui aiment bien la Chine, ne veulent pas froisser la Chine, comme le Cambodge, qui sont en train de dire finalement on va pas rapatrier nos gens, on va laisser les Chinois venir aussi, etc., etc. Vous pouvez avoir non seulement une crise d'ordre industriel, de type économique, mais aussi le fait que vous ayez des crises sanitaires majeures dans des pays de la région. Qui auront du mal justement à gérer qui ne géreront pas du tout de la même façon que le font les Chinois. Alors certes, ils le font à la schlag, et je pense que ça va poser un certain nombre de problèmes au bout d'un moment de le faire de cette manière-là, mais il y a tout un tas de pays qui ne peuvent absolument pas faire face à cela. Et il y a eu un voyage de Xi Jinping en Birmanie, un pays comme la Birmanie risque d'être touché, la Corée du Nord risque d'être touchée. Elle s'est fermée, ça y est. Oui, mais enfin...
Je veux dire, c'est toujours la même chose. À la schlag. Oui, mais bon, voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est inquiétant, qu'il faut rappeler au-delà, si vous voulez, des conséquences industrielles traditionnelles. Antoine Bondez. Sur des conséquences très indirectes, mais très, très importantes. On a par exemple la Corée du Nord, donc effectivement, qui s'est fermée. Ça a été le premier pays à fermer ses frontières. Il y a de très nombreux voisins de la Chine qui ont fermé leur. Premièrement aux touristes et puis ensuite aux diplomates. C'est pas sans précédent. En 2014, ça avait été la même chose avec la crise d'Ebola. Moi, je venais juste d'arriver à Pyongyang et on m'avait dit 24 heures après, en fait, vous pouvez pas repartir puisque la frontière est fermée. Vous n'avez pas le droit de repartir, de quitter le territoire. Alors là, ce qui est extrêmement inquiétant pour la Corée du Nord, c'est que son système de santé est évidemment pas du tout designé et structuré pour faire face à une telle crise et que vous avez des cas à la frontière avec la Corée du Nord, notamment la préfecture de Yanbian, qui est une préfecture de Chinois d'origine coréenne. Et ce sont des personnes qui interagissent avec des Nord-Coréens. Vous avez de nombreux trafics. La contrebande se fait notamment avec cette préfecture. Et là, les risques, c'est évidemment des cas d'importation en Corée du Nord. Et ça, il faut à tout prix l'éviter. Pour revenir très rapidement sur les questions économiques, on n'a peut-être pas senti l'impact de cette fermeture d'usines en France ou dans les économies développées à très court terme, je veux dire dans les cas d'importation, puisque par exemple, la plupart des navires, des containers, en fait, des porte-containers étaient partis lorsqu'on a commencé à fermer, entre guillemets, certaines villes. Et les containers mettant quasiment 14 jours pour venir. C'est 14 jours. Pour venir 14 jours, quasiment 14 jours au port du Havre ou au port de Marseille. Évidemment, on a continué à avoir pendant plusieurs jours des biens qui arrivaient de Chine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites partir un navire demain, ça prendra au moins 2 semaines pour reconstituer les stocks de composants et autres pour les usines françaises. Et donc, il y a également un impact important, c'est sur les producteurs de matières premières, notamment le pétrole. Je voulais en parler parce que voilà. Les producteurs pétroliers. Oui, il y a un effondrement des cours. Il y a une contagion. Et l'Afrique. Et l'Afrique, justement. Et bien sûr, on voit le cours, j'en ai pas parlé, mais le cours des métaux, le cours du pétrole, etc. Alors, il y en a quelques-uns qui sont contents parce que ça baisse un peu, mais l'Afrique est surendettée. Qui est surendettée vis-à-vis de la Chine en particulier, dont Madame Lagarde avait averti il y a plus d'1 an déjà. Elle va en prendre plein la figure. Elle fait 3% de croissance, pas plus, elle. Mais ce qui est inquiétant, c'est la contagion au reste de l'Asie. La Chine, c'était en fait un circuit intégré. Enfin, l'Asie forme un circuit intégré. Le Japon, la Corée, Taïwan fabriquent des parties d'eux. L'Europe est on ne se rend pas bien compte de cela. On le voit avec l'Allemagne. L'Allemagne est le plus touchée pour l'instant et va être très touchée. Elle avait joué la carte chinoise, Madame Merkel, complètement. Notamment dans l'industrie automobile. Oui. Et puis les biens d'équipement. Tous les robots qui sont aujourd'hui à la place de ces travailleurs chinois qui vieillissent, une grande partie vient d'eux. Donc l'économie malade de l'Europe, qui est l'Allemagne déjà, vous voyez l'impact que ça. Et on annonce pour la France, à diminuer leurs exportations. Exactement. Et on annonce pour la France une récession au premier trimestre. Bon. Et puis il y a une dernière chose, donc c'est les États-Unis. Comment ils vont résister ou pas? J'aime prendre cet exemple parce qu'il m'aide à rebondir sur le deuxième aspect. Ce qui est grave, entre guillemets, ce qui est inquiétant, je ne pense pas que ça soit le choc économique initial. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'en tire pas les leçons sur ce qu'est devenue cette économie mondiale, incontrôlée, incontrôlable, etc. Ça va permettre à l'Afrique de se reposer la question de son industrialisation. C'est bien d'exporter des matières premières vers la Chine et d'importer du Made in China, etc. Si on ne prend pas conscience, et là, ce n'est pas le problème des Chinois, ou de Pékin d'ailleurs, si on ne prend pas conscience que c'est ce puzzle qui a été constitué depuis une trentaine d'années en réalité, qui est malade. Alors pourquoi je dis les États-Unis? Parce que je pense qu'effectivement les États-Unis vont être très très peu touchés. Très très peu. Ce sont eux finalement au contraire, ils risquent d'être les gagnants. Je ne parle pas de l'aspect géopolitique, je parle de l'aspect économique. Françoise Nicolas? Oui, bon, en tout cas ce qui est sûr, c'est que la première victime, ça va être l'Asie. Ça, c'est tout à fait net, et c'est déjà le cas d'ailleurs. Vous avez des usines coréennes qui ont dû interrompre leur production parce qu'elles sont à l'arrêt. Hyundai a arrêté sa production automobile parce qu'ils ne peuvent plus se fournir en pièces qui viennent de Chine. Nissan a déclaré aujourd'hui aussi arrêter sa production pour exactement les mêmes raisons. Donc l'Asie est touchée en premier lieu. Après, il y a effectivement des répercussions à travers le tourisme, et de manière assez intéressante. On voit que la Thaïlande, par exemple, elle n'a pas du tout fermé ses frontières.
elle est tellement dépendante du tourisme et du tourisme chinois, venu de Chine, qu'elle ne veut absolument pas fermer les frontières. Oui, c'est ne pas froisser la Chine, mais aussi ne pas empêcher les Chinois de venir, même si en réalité il y a un nombre vraiment nettement moins important que par le passé de Chinois en Thaïlande. Mais on voit bien là qu'il y a quand même une prégnance telle de la Chine sur son environnement direct que ce sont ces économies-là qui vont être touchées en premier. Pour ce qui concerne les États-Unis, oui, peut-être comme ils s'étaient un petit peu mis à distance de la Chine, seront-ils moins touchés que les autres. Cela étant, il y a quand même un problème qui va se poser. C'est qu'on avait eu un accord tout récent entre la Chine et les États-Unis, l'accord de phase 1, dans lequel il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait quand même un certain engagement de la part de la Chine d'acheter... Une trêve dans la guerre commerciale entre une petite trêve, entre les deux et pays. avec notamment un engagement de la part de la Chine d'acheter plus de produits américains. Produits agricoles. Et bien ça va être très compliqué, en fait. Parce que la Chine ralentissant, elle va avoir un peu de peine à tenir ses engagements. On va faire beaucoup plus de biomasse. Peut-être va-t-on repartir là dans la rivalité et le conflit entre les États-Unis et la Chine. Pierre Grosser, est-ce que ça va aussi, cette épidémie, finalement, casser un peu les ambitions chinoises? Je pense aux routes de la soie, aux nouvelles routes de la soie, notamment. Il y a d'abord un premier problème, c'est que la route de la soie, ça veut dire aussi beaucoup de Chinois qui se déplacent, et beaucoup qui se déplacent pas seulement parce qu'il ne faut pas imaginer Xi Jinping en train de dire « toi tu te déplaces là, j'avance mon petit drapeau », etc. Dire qu'il y a quand même des centaines de milliers de Chinois qui se déplacent sur, entre guillemets, les routes de la soie, mais en dehors. En Amérique latine, ce n'est pas les routes de la soie, il y a quand même beaucoup de Chinois qui sont là, donc on ne sait pas si là, il n'y a pas des circulations, ils vont arriver dans les Caraïbes, ils vont venir à Panama, etc., etc. Ça peut poser quand même un certain nombre de problèmes déjà. Donc effectivement, il y a ces gens qui circulent. L'autre élément qui, je crois, est important par rapport à votre question, c'est que évidemment, ça se fait beaucoup plus aujourd'hui qu'en 2003 sous le regard du monde. C'est-à-dire que Xi Jinping a mis la Chine en avant, présente la Chine comme un modèle. Donc évidemment, tous les regards sont portés sur la Chine et j'allais dire, il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater parce qu'en termes de crédibilité en ce moment, que dans les organisations internationales, on les voit monter en force à peu près partout, dans toutes les organisations internationales, dans toutes les organisations de standardisation, etc., etc. Et donc, si évidemment, ils ne sont pas capables de gérer déjà chez eux, d'imaginer gérer, entre guillemets, le monde, même s'ils ne veulent pas dominer le monde, mais gérer le monde, là, c'est pas crédible du tout. Donc je pense que vraiment, c'est la grande différence avec 2003, c'est que là, ils sont en première ligne et le régime est en première ligne. Le régime est en première ligne. Antoine Bondaz ? Il y a un coût évident en termes d'image internationale et la crise sanitaire se propage et la crise de légitimité de la Chine sur la scène internationale, évidemment, risque de se propager. Mais ce qui est très important, encore une fois, pour Xi Jinping, c'est avant tout de gérer la crise au niveau national, dans un moment où, encore une fois, des opportunités peuvent être créées pour des rivaux ou autres. Je ne pense pas tant que que la légitimité ou l'autorité du parti soit menacée à court terme. Le régime n'est pas menacé aujourd'hui avec cette... On ne peut pas le dire, mais pour le moment, non. Il Juste déstabilisé. Alors évidemment, face à une crise sanitaire d'une telle ampleur, n'importe quel système politique serait déstabilisé. Ce qui est très important pour Xi Jinping, c'est que dès aujourd'hui, la gestion actuelle politique de la crise va conditionner évidemment ce qui se passera en 2022 au 20e congrès du Parti communiste. Entre guillemets, la question de la succession, la question des luttes en interne, va être impacté très très fortement par sa gestion politique à court terme. Et l'image de 2021, le centenaire de la création du Parti communiste chinois, qui est une date importante quand même. Sur au bord, je voulais juste rajouter, ce qui est très intéressant là encore par rapport à l'idée de tout à l'heure, c'est un événement, cette crise, et on ne sait pas jusqu'où il va aller, mais c'est un événement sur une tendance. Sur les routes de la soie, il y avait quand même, depuis quelque temps, tout un vrai débat sur ces routes de la soie, notamment sur le plan environnemental. J'aimerais reciter cette étude chinoise, publiée par la Chine. Ces projets-là, ces immenses projets sur la route de la soie conduisaient à une augmentation de 60% des gaz à effet de serre. C'était totalement incompatible avec. Donc je pense que quel que soit le résultat de cette crise, on ne va pas mettre sous la table la route de la soie, mais ça devrait sérieusement prendre un bon coup dans la figure, la Russie étant elle-même, elle a fermé ses frontières. Donc c'est intéressant la question que vous posez. On rebat les cartes. Maintenant, la crise de 2008 dont je faisais référence tout à l'heure a montré qu'on ne reconstruit pas si facilement. Je pense que la même problématique est sur la Chine. On ne sait pas très bien si on va réussir à reconstruire, pas reconstruire. On voit les faiblesses.
Maintenant, finalement, en fait, tout va dépendre de combien de temps cette crise sanitaire va durer. C'est ça, finalement, qui va déterminer les conséquences à la fois sur le régime et sur l'économie. Oui, ça va être la durée de la crise et la capacité du régime à quand même y faire face, à apporter des réponses, à calmer le jeu en interne, c'est-à-dire malgré tout empêcher que les réseaux sociaux ne s'enflamment de trop. C'est pas simple pour Xi Jinping. Il a vraiment beaucoup de choses auxquelles... Et en même temps, on a vu ces images de la Chine construire des hôpitaux très rapidement à Wuhan. Oui, enfin, ça c'est de l'image, c'est de la propagande à l'état pur. Je comprends pas d'ailleurs que ça a été repris avec un tel enthousiasme. Beaucoup étaient très enthousiastes. Voilà, c'était incroyable, ça a circulé. Ça paraissait incroyable. Oui, ça paraît incroyable. Mais enfin, la raison pour laquelle il a fallu aussi construire ces hôpitaux, c'est parce qu'il y a quand même eu un loupé avant. Et on oublie le raté d'avant pour se focaliser uniquement sur la construction de ces hôpitaux en 10 jours. Je trouve ça quand même assez amusant. Ça révèle quand même une chose. Si je prends l'exemple de la crise du porc, et heureusement qu'il n'y a pas eu 300 millions de Chinois qui soient passés par pertes et profits, la réponse à cela a été, on interdit de plus en plus maintenant, comme je le disais tout à l'heure, l'élevage des porcs par les uns et par les autres. Et la réponse est une réponse technoscience. On construit, et c'est devenu obligatoire, des porcs sur des immeubles de 8-10 étages. Il est possible que de cette crise, s'il n'y a pas de gravité majeure d'ici, on va dire, les 2 prochains mois, le régime s'en sorte en augmentant cette vision technoscientifique des réponses à tout, y compris par le contrôle des populations, parce qu'on voit que pour la première fois, moi j'avais jamais vu ça en Chine, je crois que personne n'avait jamais vu, on a quand même un système totalitaire qui, jour et nuit, est dans les rues, arrête les gens, on a vu des drones dans les rues. Des drones pour prendre la température, et vous êtes obligé d'aller à votre balcon. Alors, il y a ce qui est anecdotique comme les drones ou ce qui ne l'est pas. Des images qui étaient quand même impressionnantes. Bien sûr. Alors, ces drones qui demandent aux habitants de rentrer chez eux car ils ne portent pas de masque. Je dirais que c'est plutôt anecdotique. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, il y a un contrôle étroit de l'information et des populations. La restriction de déplacement a conduit évidemment des dizaines de millions de personnes à ne plus pouvoir se déplacer librement. Mais d'un certain côté, en Chine, ces mesures, elles sont acceptées pour l'instant. Puisque les gens considèrent que c'est des mesures à court terme qui sont utiles pour limiter la propagation et surtout pour ne pas être infectés. Donc, à court terme, elles sont acceptables pour la population. La question, c'est comment, à long terme, à moyen ou long terme, les gens vont pouvoir continuer à accepter ces mesures. Je pense qu'il ne faut jamais minimiser la demande de contrôle, la demande d'un point fort dans ce type de situation. Les dénonciations de quelqu'un qui est suspect, de tous contre tous, etc., etc. Enfin, la bonne nouvelle, on l'a entendu quand même aujourd'hui, puisque le président Trump a annoncé qu'avec il allait faire meilleur et qu'en avril, tout ça serait terminé. Voilà. Il a dit qu'au mois d'avril, avec la chaleur, le virus allait disparaître. Je ne sais même pas pourquoi on a discuté entre nous de cela. Françoise Nicolas, un dernier petit mot sur Donald Trump. Il faut croire ce que dit Donald Trump. Ça, on sera optimiste. Un dernier mot sur... Non, je pense qu'il y a eu des propos quand même malheureux de certains hommes politiques américains sur cette crise. Il faut quand même se rappeler qu'elle touche des centaines de millions de Chinois. Elle affecte des centaines de millions de Chinois. Elle cause pour l'instant quasiment 1 million de morts. Il y a quand même derrière des drames humains, les morts directes, les morts indirectes. Et puis, encore une fois, les questions sociétales, sociales, les gens qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas forcément de revenus. Donc, au-delà des propos politiques, il y a vraiment, encore une fois, des drames humains qui sont en train de se poser aujourd'hui en Chine. Ouais, moi, j'insiste beaucoup. Oui. C'est un moment de réflexion, plus que de critique, sur où mène ce genre de système, de régime, etc., que nous en tirons les leçons. Mais surtout, on ne peut jamais se réjouir de d'un malheur qui arriverait en Chine, parce qu'un malheur qui arrive en Chine se répercute nécessairement sur nous aussi. Et pendant très longtemps, on a été... la grande inquiétude, c'est une Chine trop forte, une Chine en déliquescence, avec de gros problèmes, avec vraiment une catastrophe. Et dans l'histoire chinoise, Dieu sait s'il y a eu des catastrophes gigantesques. Je ne suis pas sûr que les voisins seraient totalement ravis. Non. Et nous non plus. Merci beaucoup, c'est la fin de ce débat. Restez avec nous. Merci beaucoup Antoine Bondaz, merci Françoise Nicolas, Jean-Joseph Boileau et Pierre Grosser.